Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Yamaha R7 bridée pour le permis A2 de 2022. Allez, c'est parti! Les amis, comme d'habitude, j'ai encore la chance de pouvoir tester une des dernières machines sorties sur nos routes grâce à l'un de mes abonnés qui est venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage pour que je puisse vous faire profiter de mon avis. Merci encore à lui. Donc si vous suivez un peu l'actualité moto, vous avez forcément entendu parler de cette machine, la nouvelle Yamaha R7. Pour les plus anciens, le terme R7 pourrait renvoyer à une ancienne hyper sportive en 750, 4 cylindres. Maintenant, en fait, ce n'est plus une hyper sport, il s'agit juste de la version sportive de la MT-07. Au niveau esthétique, Yamaha a choisi de partir sur quelque chose de quand même très sport. Clairement, d'habitude chez Yamaha, je ne suis vraiment pas fan du design, et sur cette R7, je trouve qu'ils ont fait vraiment un très bon design. Et la machine est magnifique, elle a un côté sport, c'est indéniable, bien plus que ses concurrentes directes. Donc comme je vous le disais, il s'agit d'une version sportive basée sur la MT-07, donc bien sûr on retrouve la même motorisation. On a toujours le moteur CP2, donc un bicylindre en ligne d'un petit peu moins de 700 cm3, qui développe aujourd'hui, dans cette version donc Euro 5, 74 chevaux. La moto que je teste aujourd'hui est quasi neuve, elle a à peine 1500 km au compteur et elle a été pas mal accessoirisée directement chez le concessionnaire. On a tout d'abord la bulle fumée qui est juste devant moi, donc c'est un produit de chez Yamaha. La seule différence par rapport à l'origine, c'est la couleur. On a la ligne d'échappement Akrapovic qui est siglée R7, donc c'est une option à près de 1800 €. Hein. Mais le propriétaire a aussi rajouté des protections sur les carters moteurs afin de ne pas les abîmer en cas de crash. Vous avez une protection aussi de chez Yamaha pour le radiateur. Le support de plaque est le modèle raccourci de chez Yamaha. Et les modifications les plus esthétiques pour moi, ce sont les rétros qui ont été remplacés par des rétros de sa grande sœur, la R1, qui intègrent directement les clignotants. Alors que normalement, ce sont des clignotants LED pris sur les carénages. Ça affine la machine, ça la rend bien plus sport. Et à l'arrière, les clignotants ont eux aussi été délocalisés directement dans les carénages. Ce sont des tout petits modèles LED, mais extrêmement brillants. Ça affine vraiment l'arrière et ça rend cette machine encore plus désirable, encore plus sport. À la prise en main, cette moto est surprenante car contrairement à ses concurrentes directes qui ont le plus souvent un guidon au-dessus du T de fourche, donc une position relativement cool, là Yamaha a décidé de faire une véritable sportive. Vous avez le guidon en dessous du T de fourche, on est allongé sur le réservoir, très basculé vers l'avant, les repose-pieds sont quand même assez vers l'arrière. C'est vraiment une sportive au niveau de la position de conduite, il n'y a pas à chercher, c'est radical. Heureusement, sur cette moto, le réservoir n'est pas trop large, donc on a une position vraiment agréable, on fait corps tout de suite avec la machine. Par contre, il est vrai que la prise d'info est forcément limitée, vu que je suis vraiment très penché. Là, si j'essaie de tourner la tête, je peux pas voir ce qu'il y a derrière moi, à moins de lâcher complètement le guidon et de me retourner. Les deux rétros sont placés sur le carénage, suffisamment sur l'avant pour bien voir ce qui se passe derrière nous, mais on a quand même facilement la moitié de chacun des miroirs qui sont pris par nos bras. Comme je vous l'ai dit, la moto est équipée de la ligne d'échappement Akrapovic et on voit que maintenant les lignes adaptables comme ça ne sont pas vraiment plus bruyantes que celles d'origine. Là, en roulant en ville, j'entends à peine l'échappement, j'entends presque plus les bruits mécaniques du moteur que la sortie d'échappement. Allez, je sors de l'agglomération, accélérons un bon coup. Eh ben les amis, une fois de plus, pour une machine bridée, c'est extrêmement efficace. Par contre,
le manque de sonorité est vraiment présent. Même avec cette ligne, c'est assez perturbant. Actuellement, je roule à environ 75 et déjà, je peux vous assurer que la bulle n'est vraiment que pour la déco ou uniquement efficace si vous vous mettez à vous bloquer juste derrière la bulle comme sur un circuit. Sinon, ça ne sert pas à grand chose. J'arrive maintenant dans le petit virage que je prends à chaque fois à basse vitesse. La machine est vraiment facile, hein. Elle n'est pas trop lourde. Elle est donnée pour 188 kg tout plein fait, soit quasiment le même poids que sa sœur MT-07. On retrouve d'ailleurs la même taille de pneus, du 17 pouces en 120 à l'avant et 180 à l'arrière. Comme habituellement, je vais utiliser cet espace afin de tester l'accélération. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est sur une version bridée pour le permis A2, donc à 47,5 chevaux, soit 35 kW. La machine n'est pas équipée d'aide électronique, mis à part l'ABS bien sûr. On n'a pas de traction control, d'anti-wheeling ou de trucs du genre. C'est une machine qui se veut relativement simple. Et il n'y a pas non plus de cartographie moteur. C'est une machine vraiment au plus simple. On est parti pour une petite accélération. Voyons comment ça se passe avec cette sportive bridée. Let's go! Donc on arrive à 100 en deuxième. C'est vraiment efficace pour une machine bridée et on n'a pas de coupure franche. Le moteur il s'exploite, il monte dans les tours sans coupure. Le bridage est une fois de plus assez réussi. Je vais maintenant utiliser cet espace pour voir si ça braque bien. Donc vous voyez que du haut de mon 1m70 m, je suis vraiment sur la pointe des pieds. Si j'essaie de mettre les deux pieds au sol, la machine est quand même plus haute qu'une MT-07. Donc je commence à braquer et là on retrouve bien un angle de braquage de sportive, hein. Ça braque que dalle. Je maintiens la machine droite pour faire le même test que sur toutes les autres machines et j'ai bien peur qu'on va sortir de la route. Oui, vous voyez, je suis complètement sorti. Donc on a vraiment au niveau du châssis des caractéristiques de sportive. On est reparti pour une petite accélération et ensuite je me concentre sur le freinage. Allez, let's go. En fait, ça accélère vraiment super bien jusqu'à 80-90. Après, on a l'impression que le moteur s'essouffle un tout petit peu. Donc maintenant, je ralentis. Frein arrière, ça freine assez peu, voire presque pas. Le frein avant. Alors lui, le frein avant, il marche vraiment pas mal. Par contre, je suis pas un gros fan de la sensibilité du levier. Sur cette machine, on a des freins de chez Nissin. Et par contre, le maître cylindre de frein avant, avec le levier, on voit que c'est du Brembo. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'en fonction de l'écartement que vous choisissez, ça change complètement les sensations. Là, je m'étais mis au plus près, et il y a une zone un peu morte où il se passe pas grand chose. Il faut quand même tirer énormément avant d'avoir du mordant. Je vais essayer de changer l'écartement pour voir si ça change le ressenti que j'ai. Voilà, je l'ai mis un peu plus loin, donc déjà je sens qu'il est un petit peu plus ferme. Voyons si c'est mieux lors d'un véritable freinage. Et je ralentis. Ouais, c'est un peu mieux. Mais ça reste toujours un petit peu spongieux à mon goût. Mais en termes d'efficacité pure, le freinage est plutôt bon, hein. Un petit défaut par contre qui m'énerve toujours, vous avez vu que le levier de frein est réglable, par contre celui d'embrayage n'est absolument pas réglable. C'est un peu dommage. Heureusement celui-ci n'est pas trop loin, j'arrive facilement à le saisir. Bon, pour l'instant, en termes d'efficacité moteur, je suis toujours aussi surpris par les versions bridées de ce moteur CP2. C'est à se demander si finalement, à bas régime, les versions bridées ne sont même pas plus efficaces que les versions full. Je me souvenais pas avoir cette sensation lorsque j'ai testé récemment la MT-07 2022 qui était, elle, en full. À bas régime, au final, cette R7 bridée me semble avoir un petit peu plus de patates de couple. Mais il est vrai que dès qu'on dépasse les 6000 tours, on sent bien qu'il y a une bride. Le moteur, en fait, n'a pas une coupure franche, mais n'a plus les performances qu'on serait en droit d'attendre d'une machine de ce genre. Au niveau des commodos,
c'est très très simple sur cette machine. On a bien sûr à gauche tout ce qui gère l'éclairage. On a aussi de quoi naviguer dans les menus du tableau de bord. Et sur la droite, démarreur, coupe-circuit, les feux de détresse et c'est tout. C'est vraiment super simple. Le compteur, lui, est une fois de plus assez simple, mais on a toutes les fonctions qu'on désire. C'est un écran à cristaux liquides avec en gros la vitesse, le contour, le rapport engagé. On a aussi bien sûr la jauge de carburant et vous pouvez avoir les différents trips et conso instantané, conso moyenne. Enfin globalement il y a tout ce qui est nécessaire sur une machine de ce genre. Alors autant tout à l'heure je reprochais à l'échappement d'être un peu avare en sonorité, mais j'avoue que lorsque je me déplace en centre-ville comme actuellement, eh bien c'est très agréable de pouvoir rouler et même de réaccélérer un peu fort quand c'est nécessaire sans rameuter tout le quartier. C'est vraiment pas mal. Au final la machine est très très calme, même avec cet Akrapovic. On va maintenant faire un petit test de souplesse. Donc je passe mes rapports, donc 3e à 35, 4e à 35, 5e à 35, il veut plus. Donc on a un seuil de souplesse qui est relativement bas. Ça n'a pas de réelle différence avec la MT-07, hein. C'est le même moteur. Je ne pense pas qu'ils aient changé non plus l'étagement de la boîte de vitesse. Seule la démultiplication finale avec le kit-chain a dû être modifiée. Alors dès qu'on prend un virage, la machine, c'est vraiment une incitation à essayer de poser le genou. Elle est ultra vive, ultra maniable. On retrouve vraiment la facilité de prise en main de sa sœur MT-07, mais avec une position bien plus sport. Perso, j'adore. Et aussi pour l'instant, les suspensions sont bien plus fermes. On a un réel comportement sport lorsqu'on l'utilise à vitesse légale. On verra tout à l'heure ce que ça donne sur un dodan. Là par exemple, il y a un gros creux. Ça secoue. J'arrive maintenant sur un petit dodan. On va voir comment réagissent ces suspensions. Donc je suis à 30. Et c'est ferme les amis, juste comme j'aime. Donc sur cette moto, on retrouve une fourche inversée réglable à l'avant. Et à l'arrière, on a un amortisseur qui lui aussi est réglable. Et franchement, pour l'instant, j'ai rien à reprocher à cette configuration. C'est juste ferme comme j'aime, sans être non plus extrêmement tape-cul ou désagréable. À savoir que si vous le désirez, Yamaha propose en option de mettre du Öhlins partout, mais forcément, ça coûte un peu de pognon. Oh là là, cette reprise, c'est vraiment tellement surprenant hein, d'avoir une machine bridée avec autant de patates à mi-régime. Allez, j'arrive dans une succession de virages, voyons comment ça se comporte. Bah forcément, on n'a même pas besoin de monter très haut dans les tours, et de toute façon, avec une machine bridée, ça servirait à rien. On se retrouve néanmoins très rapidement au-delà des limites. La moto incite tout de suite à se déplacer, à bouger sur elle, et c'est facile à faire. La machine est fine, elle est rassurante, et franchement, on prend de l'angle. Alors que je suis complètement nul dans cet exercice, j'ai l'impression qu'avec un peu d'entraînement, je pourrais faire toucher le genou. Seul le freinage me semble un peu en dessous du reste de la moto. Et on réaccélère fort. Donc vous voyez que en version bridée, il n'y a vraiment aucune raison d'essayer de faire hurler le moteur dans les tours. Le propriétaire a d'ailleurs réglé le shift light pour qu'il s'allume à partir de 6000 tours. Et je suis d'accord avec lui, sur cette version A2, il n'y a pas besoin de monter à beaucoup plus que 6-7 000. Après, en fait, le moteur, il mouline un peu. En termes de comportement et d'efficacité, finalement, cette moto me fait beaucoup penser à ce qu'on avait avant avec un Suzuki SV650S. C'est facile, léger, coupleux. On arrive maintenant sur l'autoroute. Alors je me doute que vu les relances que j'ai eues tout à l'heure, il ne va pas y avoir de problème pour s'insérer. C'est une formalité. On va dépasser. À 110, j'ai aucune protection. J'ai quasiment la même chose que si j'étais avec un Roadster. Il
Il n'y a pas de protection sur les jambes ni sur les bras. La machine est beaucoup trop fine. Je vais maintenant essayer de faire un test de relance. Donc je suis à 110, je suis en 6e, j'accélère à fond. Donc vous voyez 120, 125, 130, 140. Franchement, une fois de plus, l'efficacité pour une machine bridée est vraiment exceptionnelle. Donc forcément, vu qu'il s'agit d'une machine extrêmement moderne dans son design, tout l'éclairage est confié à des LED. À l'avant, on a un tout petit feu et aussi sur le côté des feux diurnes qui ressemblent un peu à des yeux sur cette machine. Les clignotants sont normalement d'origine à LED, mais je vous l'ai déjà dit, tout a été remplacé par le propriétaire afin que ce soit encore plus sport au niveau du look. Allez, une dernière petite accélération. Ouais, vraiment, lorsqu'on veut remonter au max autorisé, c'est hyper efficace. Forcément, vu qu'on est sur une machine bridée, la vitesse de pointe doit être à peu près équivalente à toutes les autres, donc aux alentours des 170. Peut-être qu'en plus, avec le carénage, on arrive à grappiller un petit peu de vitesse max, mais il ne faut pas espérer beaucoup mieux. Enfin les amis, vous l'avez compris, hein, je suis vraiment étonné de l'efficacité de cette R7 bridée. Eh bien, vu que c'est une véritable sportive, elle a aussi des défauts de ce genre de machine. Donc au niveau pratique, si vous essayez de ranger quelque chose, ça va être compliqué. Car vous pouvez démonter la selle passager, mais il n'y a quasiment aucune place. Vous pouvez mettre un gilet jaune et c'est tout. Si vous désirez rouler avec un passager, c'est faisable. La moto est bien sûr équipée d'une selle et de repose-pied. Elle est légale, mais c'est une sportive, donc ce ne sera pas forcément très agréable pour quelqu'un de rouler longtemps derrière vous. Il n'y a pas réellement de poignée de maintien et la machine est forcément un petit peu basculée vers l'avant. La consommation sur ce modèle est strictement identique aux autres machines équipées de ce moteur, donc le CP2. On a une conso moyenne aux alentours des 5 litres au 100 et le propriétaire me disait qu'en roulant cool, on peut très certainement descendre en dessous de ça. Le réservoir lui fait 13 litres, donc vous avez une autonomie qui est dans la moyenne. Donc finalement, que retenir de cette Yamaha R7? Déjà, je suis vraiment surpris de l'esthétique, elle est vraiment très jolie. Vous avez en plus, sinon au catalogue, une version avec un coloris limité, rouge, blanc et jantes dorées, qui est encore plus jolie. Le seul point pour moi très négatif sur cette machine, c'est son tarif. Elle est vendue actuellement 9 700 € et 500 € de plus si vous voulez l'édition limitée. Franchement, pour une MT-07 un peu retravaillée et transformée donc en sportive, ça me semble quand même très très cher. Quand on compare ce que proposent les autres marques, il n'y a pas une différence aussi énorme, par exemple, entre un Z650 et un Ninja 650. Les tarifs sont beaucoup plus faibles. Donc finalement, cette moto se vend même plus cher qu'une CBR 650 qui, elle, fait 95 chevaux avec un 4 cylindres en ligne. Donc même si cette R7 est une très bonne moto, je trouve que son placement tarifaire est plutôt mal placé. L'autre machine qui aurait une configuration moteur et une cylindrée similaire, c'est la Aprilia RS 660. Et la Aprilia est encore plus chère, mais elle offre 105 chevaux, de l'électronique à mort, enfin un placement bien plus haut de gamme. Donc là, on est vraiment sur un truc bancal, parce que Yamaha vend ça comme une machine justement pour ceux qui veulent revenir à quelque chose de simple, et d'un autre côté, ils la font payer super cher. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'ils ont voulu faire. D'ailleurs, comme d'habitude chez Yamaha, il y a énormément d'options de proposer. Je vous l'ai dit, celle-ci est très équipée. Le tarif qu'a coûté cette machine à son propriétaire, c'est 14 000 €. Donc c'est vraiment très très cher. Enfin néanmoins, hein, vous l'avez compris, j'adore cette machine. J'aurais juste aimé qu'elle soit un peu moins chère. Je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de ce modèle. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et si vous possédez déjà ce modèle, que ce soit en bridé ou non, dites-nous votre ressenti, pourquoi vous avez choisi cette machine, quelles options vous avez choisies. Ce sera intéressant de voir votre retour, vu que la machine vient juste de sortir.
Je tiens d'ailleurs, une fois de plus, à remercier le propriétaire de cette moto de s'être déplacé jusqu'ici afin que je puisse en faire le test. C'est toujours aussi sympa que mes abonnés se déplacent d'aussi loin pour me prêter de nouvelles machines. Si comme lui, vous avez une moto ou une voiture que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je reprécise que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié ce test, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous aimez ce contenu, vu que je sors ce genre de test très régulièrement grâce à mes abonnés. Moi je vous laisse, je vais aller rendre cette machine à son propriétaire et je vous dis bien sûr à bientôt et à tous. Finalement, je me demande si cet échappement à Krapovic ne fait pas regagner justement un petit peu de patate à mi-régime par rapport à la version de base, parce que la différence de sensation que j'ai sur cette R7 par rapport à la MT-07 me semble quand même assez énorme.